Alors, il s'agissait du deuxième élément du triptyque. Le premier étant le patient, le deuxième l'acte et la gestion des risques. Le troisième, pour une bonne ambulatoire, c'est l'organisation. Et on a le plaisir d'accueillir Gilles Bontemps, directeur associé à l'ANAP, qui va nous parler des recommandations à venir sur l'organisation. Ouvrez-le. Je ne vais pas en dire plus parce que... Non, c'est pas ça. Ou le temps qu'il s'installe, peut-être je peux signaler que ces recommandations sont issues du terrain. Ils ont sélectionné les meilleurs, entre guillemets, établissements qui pratiquaient l'ambulatoire dans tous les domaines. Et ils ont provoqué des discussions pendant des jours et des jours pour en sortir des recommandations. Et c'est donc extrêmement intéressant d'entendre ce qui va être dit maintenant et d'autre part de lire ce qui va être publié dans quelques jours. C'est le deuxième volet des recommandations commandé par la DGOS à l'ANAP et à l'HAS. Les autres recommandations concernant l'éligibilité des patients, l'économie, la tarification, etc. Donc, Gilles, c'est bon, j'ai meublé, mais à toi maintenant. Oui, monsieur le Président, mes chers confrères et consoeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour votre invitation à participer à cette session sur la chirurgie ambulatoire. Nous avons assisté effectivement cet après-midi à des retours d'expérience de pratiques remarquables professionnelles, où on a vu que des équipes médico-chirurgicales parfaitement organisées ont étendu leurs indications chirurgicales vers des interventions lourdes. On a évoqué effectivement des interventions lourdes en chirurgie viscérale, en chirurgie orthopédique. Et finalement, ce qui est intéressant dans tous les retours d'expérience qui ont été faits, et ce qui est bien, c'est que je conclue effectivement cette session, c'est que finalement, on a dit que l'acte chirurgical est le même. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant, et que finalement, les facteurs clés ont été, l'organisation, extrêmement important. Deuxièmement, le travail en équipe médico-chirurgicale, où on a souligné le rôle des soignants et le rôle des cadres de santé qui est extrêmement important. Et troisièmement, l'importance de l'information pour effectivement faire circuler effectivement toute cette information. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en tant que représentant d'une institution nationale qui s'appelle l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, dont notre mission est justement effectivement d'accompagner la performance dans les établissements. Donc nos cibles, entre guillemets, nos clients sont les professionnels de santé, les établissements de santé et puis les tutelles au travers effectivement de notre action auprès des agences régionales de santé. Donc la question qui s'était posée, c'était finalement de savoir comment on peut aider les établissements à développer la chirurgie ambulatoire. Donc nous avons décidé finalement, pour réfléchir et pour répondre à cette question, de nous associer avec la Haute Autorité de Santé. Donc il y a deux institutions qui sont l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, et la Haute Autorité de Santé, qui se sont mis d'accord pour effectivement produire des recommandations communes organisationnelles sur la chirurgie ambulatoire. Ça va être le sens effectivement de ma présentation cet après-midi. Alors je voulais tout d'abord excuser le docteur Jean-Patrick Salle, qui est mon alter ego à la Haute Autorité de Santé, qui n'a pas pu assister à cette réunion. Normalement, on devait faire effectivement une réunion duo pour montrer la convergence entre nos deux institutions. Mais il y a effectivement M. Dubernard et M. Guérin, qui sont deux collégiens de la Haute Autorité de Santé, qui, par leur présence, montrent toute l'importance pour la Haute Autorité de Santé de cette thématique. Donc, mes félicitations, ils pourront répondre aussi à ces questions-là. Alors, je voulais quand même rappeler le contexte. Alors, le contexte, la chirurgie ambulatoire constitue depuis 2000 une priorité de santé publique. On l'a vu, elle est développée massivement dans les autres pays. On a évoqué les chiffres de 83% effectivement aux États-Unis, en Angleterre aussi, mais on a aussi des chiffres importants dans les pays d'Europe du Nord, plus de 70% dans les pays d'Europe du Nord. Donc là, on n'est pas dans des pays lointains, on est vraiment dans des pays extrêmement proches. Donc on sait qu'on a un retard aujourd'hui en France avec seulement 39% des actes chirurgicaux. Donc vous voyez qu'entre 39 et 75-80%, on a une marge de manœuvre extrêmement importante. Alors, c'est un axe majeur de programme de gestion du risque piloté par le ministère, donc la DGOS,
avec les agences régionales de santé et la CNAM. Pour vous donner une idée de l'implication des institutions dans ce programme de gestion du risque, il y a eu 8 textes ministériels qui ont été publiés depuis juillet 2010. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une production réglementaire extrêmement importante. Et vous savez qu'il y a eu un taux cible qui a été défini par le ministère de la Santé à 50% de taux de chirurgie ambulatoire à l'issue du SROS de 3e génération, c'est-à-dire en fin 2016. Alors au travers, je ne voulais pas reprendre l'ensemble de ces 8 textes, mais il me semblait important de reprendre un texte qui me semble extrêmement important, qui montre qu'effectivement il y a eu un changement de paradigme important qui est effectivement exprimé par le ministère de la Santé, puisque dans une instruction ministérielle aux ARS le 27 décembre 2010, ce texte disait « Il s'agit de changer de paradigme, étendre ce mode de prise en charge à l'ensemble des patients éligibles à la chirurgie ambulatoire et à l'ensemble de l'activité de la chirurgie ambulatoire devenant la référence. » Donc vous voyez qu'il y a bien une bascule au niveau des pouvoirs publics, puisque vous savez que la chirurgie ambulatoire est une alternative, et encore considérée comme une alternative à l'hospitalisation complète. Et vous voyez qu'au travers de ce texte, on inverse effectivement le processus, et c'est la chirurgie ambulatoire qui devient la norme et l'hospitalisation traditionnelle qui devient l'alternative. Donc on voit bien le changement de paradigme et l'importance de ce texte et de la prise en compte de cette réflexion au niveau des pouvoirs publics. Alors si je reprends un petit peu dans ce contexte, finalement, la mise en place du partenariat entre la Haute Autorité de Santé et la NAP, l'idée c'était de dire, on l'a vu, c'est une problématique extrêmement complexe. On a évoqué tout à l'heure des problématiques de tarifs, de bornes basses, on a évoqué des pratiques organisationnelles, on a évoqué des pratiques de sélection des patients. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, répondre à une question comment développer la chirurgie ambulatoire nécessite effectivement d'avoir une approche pluridimensionnelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a construit avec la Haute Autorité de Santé un programme d'action pluridimensionnel dont ça s'est traduit dans une note d'orientation qui a été publiée en décembre 2011 avec 6 axes de travail. Le premier axe, c'est finalement faire l'état des lieux de la connaissance sur ce sujet. Donc c'est un socle de connaissances qui a été publié en avril 2012. L'idée de ce premier axe, c'était finalement de faire une revue de la littérature scientifique française et internationale et voir finalement, au travers de cette raquette, quels étaient les trous dans la raquette et comment la Haute Autorité de Santé et la NAP pouvaient combler les trous de la raquette avec les axes qui suivent. Donc premier élément, donc finalement l'état des lieux. Deuxième élément, les critères d'éligibilité des patients. Donc là, ça répond, il y a eu beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de recommandations professionnelles qui existent sur ces critères médicaux et des critères psychosociaux environnementaux des patients. Donc l'idée au travers de cet axe, finalement, elle n'est pas de reprendre tous les travaux et toutes les recommandations qui ont été faites par les professionnels, mais plutôt de s'interroger finalement quelle est la pertinence de l'hébergement nocturne. Donc vous voyez là, la prise en compte du changement de paradigme et finalement de s'interroger par rapport à un séjour, pourquoi doit-on garder, finalement, quelles sont les conditions qui nous amènent à garder un patient la nuit. Vous voyez que le changement de paradigme, on va essayer effectivement de le traiter au travers de cet axe 2. Alors l'axe 3 qui effectivement est la présentation que je vais faire aujourd'hui, qui est le socle de tout ce programme de travail commun, les éléments fondateurs, c'est finalement de s'interroger sur la dimension organisationnelle de la prise en charge en chirurgie ambulatoire. Donc nous allons publier au mois d'avril prochain, donc dans un mois, des recommandations organisationnelles, donc collabellisées par nos 2 institutions, la Haute Autorité de Santé et la NAP, et on va effectivement aussi mettre à disposition de tous les acteurs des outils pour effectivement accompagner le développement de ces recommandations. L'axe 4, c'est la dimension économique que nous avons évoquée. Donc la même logique, on va sortir des outils. Il y a un outil qui va sortir en avril prochain, qui s'appelle l'outil Opéra, pour aider effectivement les établissements à identifier finalement quelles sont les marges de manœuvre économiques par rapport au développement de l'ambulatoire. La Haute Autorité de Santé, fin de l'année, va sortir un autre outil qui va compléter l'outil de la NAP. Donc on va mettre à disposition effectivement des acteurs, des établissements de santé, des outils. Et des recommandations tarifaires à destination, cette fois-ci, des pouvoirs publics, vont être diffusées, publiées mi-2013, pour effectivement accompagner la réflexion des pouvoirs publics sur cette dimension économique qui peut constituer dans les expériences qu'on a vues cet après-midi finalement un véritable frein au développement de l'ambulatoire et au développement de cette prise en charge d'innovation. L'axe 4 sont l'axe concernant les indicateurs et l'axe 5
qui est, j'allais dire, un petit peu la synthèse de tout le travail qui va être fait, c'est finalement la prise en compte de toute cette réflexion au travers de l'évolution de la procédure de certification. Et M. Guérin, qui est ici présent, est tout à fait en attente de la production de l'ensemble des éléments permettant de faire évoluer la procédure de certification. Vous savez que la procédure de certification va évoluer dans les années à venir, avec une certification qui va être plus effectivement ciblée par rapport à des profils de risque. Et au travers finalement de la réflexion, au travers de la chirurgie ambulatoire, c'est peut-être aussi de mettre en exergue des équipes d'excellence, des équipes médico-chirurgicales et finalement quelque part d'accréditer peut-être des équipes médico-chirurgicales sur une thématique comme la chirurgie ambulatoire. Alors, pour reprendre cet axe 3 concernant les recommandations organisationnelles, alors il nous a fallu effectivement inventer une méthode pour pouvoir construire ces recommandations. Le constat initial, c'est qu'effectivement la revue de la littérature dans le socle de connaissances a montré qu'il n'existe pas, ou très peu, finalement, d'éléments disponibles sur la dimension organisationnelle de la chirurgie ambulatoire. On trouve des recommandations professionnelles, mais on ne trouve pas des recommandations organisationnelles. Donc l'idée, on ne pouvait pas partir effectivement de cette revue de la littérature et de faire venir des experts pour pouvoir construire effectivement à partir de cette revue de littérature des recommandations. Donc on a choisi le chemin inverse, c'est-à-dire on est parti du constat du terrain, on a fait effectivement intervenir des experts, on a construit des recommandations. Donc on est plutôt dans une démarche effectivement ascendante, avec une idée de repartir finalement de ce qu'on a constaté sur le terrain chez les meilleurs pour pouvoir effectivement rédiger ces recommandations. Alors les 3 grands principes directeurs de la construction de ces recommandations, donc je vous l'ai dit à l'instant, donc une approche ascendante issue du terrain. On est reparti, et ça c'est un élément extrêmement important parce qu'on va avoir une filiation directe entre ce qu'on a constaté sur le terrain et le contenu même de la recommandation organisationnelle. Alors il nous semblait intéressant, puisque dès lors qu'on est dans des réflexions organisationnelles, finalement de regarder ce qui se passait dans le monde en dehors de la santé. Et en fait, on est reparti aussi, on a essayé de reconceptualiser toute cette réflexion qu'on a été amené à constater sur le terrain, et finalement de voir ce qui se faisait dans le monde en dehors de la santé, dans le monde industriel, dans le monde aéronautique, par rapport à des réflexions concernant la gestion des flux ou par rapport à des réflexions concernant la gestion des risques, avec effectivement des modèles comme le Lean ou des modèles comme Donabédian, pour voir finalement qu'est-ce qu'on pouvait extraire de ces théories, de ces concepts, et qu'est-ce qui était applicable au monde médical et au monde de l'hôpital. Je pense que c'est extrêmement important, et pour articuler ce qu'on a constaté effectivement dans le monde en dehors de la santé, dans le monde de la santé, on a fait appel à des experts de terrain qui nous ont accompagnés pendant 1 an pour toute cette démarche. Donc il y a eu 18 experts nationaux, dont il y a 2 représentants, Jean-Pierre Triboulet et Corinne Vons, qui ont participé effectivement à notre démarche. L'idée, c'était de repartir des constats du terrain, de faire intervenir des experts qui connaissaient bien la chirurgie ambulatoire, de faire intervenir des théories organisationnelles et de faire en sorte de voir qu'est-ce qu'on pouvait sortir par rapport à ces recommandations. Alors si je reprends un petit peu la démarche qui était la nôtre, on a eu 2 démarches. La NAP a construit une démarche de benchmark, c'est-à-dire de comparaison des meilleures pratiques qu'on pouvait constater dans les établissements, et la Haute Autorité de Santé, en miroir, a conduit une démarche concernant plutôt une approche de type gestion des risques. Donc l'approche concernant la NAP, on a identifié France entière les 15 établissements qui étaient les plus expérimentés et les plus représentatifs en termes de chirurgie ambulatoire, j'allais dire les meilleurs dans le haut du panier. On va voir comment on a effectivement identifié ces établissements. À l'aide des experts nationaux, on a fait un audit sur site, et pendant 4 jours, dans chaque établissement, on est allé effectivement interroger les professionnels de santé, la direction générale, les financiers. Il y a eu plus de 300 interviews qui ont été menées dans ces 15 établissements. Et l'idée, c'est à la suite de ça, de faire un rapport d'experts. Et ensuite, on a construit ce qu'on appelle des monographies, c'est-à-dire on a rassemblé toute l'information. C'était extrêmement intéressant parce qu'on a conduit un audit positif. C'est-à-dire on est allé regarder dans les établissements ce qui marchait bien. Et l'idée, c'est à partir de ce qui marchait bien, comment on pouvait en sortir des recommandations. Donc on a eu toute cette information qu'on a ensuite croisée par ce qu'on appelle une méthode de benchmark, c'est-à-dire tout simplement croisement de ces informations. Et ensuite, on a demandé aux experts, par rapport à tout ce matériau qui était collecté au niveau du terrain, finalement d'utiliser ce matériau pour construire des recommandations. Donc là, on a fait une méthode classique, qui est une méthode effectivement RFE, c'est-à-dire effectivement quelque part
un consensus formalisé d'experts, et on a fait voter les experts selon la méthode GRADE, et on a finalement retenu les recommandations. Il y avait un consensus fort entre tous les experts. Donc toutes les recommandations qui sont issues de ce travail ont eu un consensus fort parmi les 18 experts, puisque dans la méthode GRADE, entre 1 et 9, l'ensemble des recommandations ont reçu effectivement une note au-dessus de 8, entre 8 et 9, et on a fait bien entendu des votes anonymes pour faire en sorte qu'effectivement que toute l'objectivité soit conservée. Ensuite, on a fait un séminaire national où on a réuni les 15 établissements et les 18 experts pour un petit peu tester finalement l'opérationnalité de nos recommandations, si quelque part nos recommandations issues des terrains n'étaient pas trop décalées par rapport effectivement à la situation que peuvent avoir les établissements. Deuxième démarche, donc cette démarche conduite par la Haute Autorité de Santé, donc plutôt sur le profil analyse du risque. Il y a eu 5 établissements volontaires avec effectivement des méthodes de type AMD, c'est-à-dire analyse des modes de défaillance, identifier les modes de défaillance, leurs effets, puis finalement quelles étaient les barrières de sécurité à mettre en place par rapport à ces modes de défaillance. Donc il y a eu un groupe de travail avec plutôt une vision gestion des risques qui était construit, qui a construit aussi des recommandations. Et à un moment donné, on a réuni entre la Haute Autorité et de l'ANAP, finalement, tout ce qui avait été constaté sur le terrain, travaillé par les experts et transformé en tant que recommandations. Donc on a eu un échange de complémentarité entre nos recommandations, et finalement, ce qui était extrêmement intéressant, c'était de voir que les deux démarches étaient complètement complémentaires, et que finalement, elles étaient en miroir l'une de l'autre. L'un plutôt l'effet marquant positif dans le cadre du benchmark, et l'autre plutôt une vision gestion du risque, c'est-à-dire plutôt effectivement des éléments de risque. Et on avait vraiment deux démarches complémentaires qu'on a effectivement rapprochées. Et ensuite, on s'est aperçu, on a mis en place un groupe de travail où on a mobilisé 14 experts qui n'avaient pas participé à l'une ou à l'autre des démarches, donc des personnes qui étaient complètement vierges en termes de démarche, et on leur a demandé finalement, alors ce sont 4 experts qui ont été désignés par des sociétés savantes, des collèges et des associations. Dedans, il y avait des soignants, il y avait des médecins, des directeurs, des juristes, et on leur a demandé finalement ces 16 recommandations qui sortaient de cette approche terrain, d'avoir un retour. Est-ce qu'elles étaient compréhensibles? Est-ce qu'elles étaient lisibles? Est-ce qu'elles étaient appropriables? Donc vous voyez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a fait intervenir finalement plus de 40 experts avec des profils effectivement différents pour avoir justement cette complémentarité. Et ces recommandations vont être soumises à notre conseil d'administration au niveau de l'ANAP le 25 mars et au collège de la Haute Autorité de Santé le 27 mars. Et dès lors qu'il y aura une validation par les deux institutions, elles seront donc effectivement publiées. Alors finalement, les établissements, comment ils ont été choisis? Alors pour les établissements du benchmark, il y a eu 15 établissements qui ont été choisis en fonction de 5 critères. On voulait identifier les établissements qui avaient des gros volumes de pratiques chirurgicales et qui avaient des gros volumes de pratiques ambulatoires, avec l'idée derrière, si ces établissements avaient développé d'une manière importante l'ambulatoire, avec des flux importants de l'ambulatoire, finalement, c'est qu'elles étaient bien organisées. Donc l'idée, c'était de voir finalement comment elles s'étaient organisées pour pouvoir identifier ces pratiques importantes de chirurgie ambulatoire. Deuxième élément extrêmement important, on a voulu regarder finalement tous les modèles organisationnels qui existaient, donc à la fois du modèle intégré, avec un bloc opératoire partagé entre l'hospitalisation complète et l'ambulatoire, jusqu'au modèle le plus indépendant, le centre indépendant qui ne fait que de l'ambulatoire, donc qui ferme le soir et les week-ends. On voulait voir effectivement étudier tous ces types de modèles. On voulait voir aussi des établissements qui avaient des activités avec des case mix variés. On sait qu'il y a beaucoup de cataractes ou de canaux carpiens, par exemple, qui sont faits en ambulatoire. Donc on a choisi des établissements qui ont des grosses pratiques mono- ou bidisciplinaires, mais on a aussi choisi des établissements qui avaient des case mix larges, voire très larges, comme en particulier les CHU. On a voulu retenir des établissements publics et des établissements privés pour voir si finalement il y avait des différences entre les établissements publics et les établissements privés. Et on a voulu aussi effectivement identifier les établissements qui avaient de la chirurgie classique, bien sûr, et aussi de la chirurgie innovante. Alors les établissements de Capio n'ont pas été sélectionnés parce qu'en fait, la démarche a été sélectionnée en 2010. Donc on a regardé les établissements les plus performants en 2010. Et c'est vrai que Capio, depuis, a effectivement eu de la chirurgie innovante en termes de pratiques chirurgicales. Donc l'idée, vous voyez que tous les établissements qui ont été identifiés, du public, du privé, il y a des monos, du bidisciplinaire, il y a des établissements sur un seul site, il y a des établissements sur plusieurs sites. Et en bas, vous avez les 5 établissements volontaires
qui ont été suivis par la Haute Autorité de Santé pour pouvoir effectivement identifier par cette approche gestion des risques. Donc vous voyez, l'idée, c'était de faire en sorte de construire nos recommandations, j'allais dire à partir des meilleures, ça veut dire que quelque part, ces recommandations, elles vont vraiment attirer les professionnels vers le haut. Il est sûr que si on avait pris les 15 établissements les moins bons, voire les 15 établissements volontaires, on aurait eu des recommandations forcément complètement différentes de ce qu'on a obtenu. Alors, en fait, ces 16 recommandations, quand elles seront publiées, vont se distribuer selon 4 niveaux. Premier élément, j'allais dire les principes fondamentaux. C'est-à-dire pour développer l'ambulatoire, qu'est-ce que doivent faire les professionnels et qu'est-ce que doivent faire les établissements. Donc j'allais dire c'est un petit peu les fondamentaux. C'est-à-dire si elles n'ont pas compris finalement que l'ambulatoire, c'est une organisation qui est partante sur les flux ou un modèle qui effectivement maîtrise la gestion du risque, finalement, elles ne peuvent pas passer aux étapes suivantes. Donc c'est vraiment les principes fondamentaux. Donc on a voulu construire des recommandations sur ces principes fondamentaux. Deuxième élément, on a construit des recommandations qui avaient plutôt une vision stratégique, puisqu'on a vu que c'est des équipes médico-chirurgicales, on a vu que derrière, il y a des directions générales qui sont affectées, il y a des directions financières. Donc finalement, on a voulu aussi replacer les pratiques chirurgicales et anesthésiques dans une vision effectivement stratégique. Troisième partie, des recommandations opérationnelles en tant que telles. Et quatrième partie, plutôt des prospectives, parce que dès lors qu'il y aura un développement important de la chirurgie ambulatoire, on voit bien qu'il y aura un impact sur le secteur sanitaire qui est important. On a parlé de l'articulation entre l'hôpital et la ville. On n'a pas parlé de la formation, mais je sais que c'est un thème cher à Jean-Pierre. Donc on a aussi émis des recommandations sur finalement ce qu'on n'avait pas constaté sur le terrain, parce que la formation, on ne la constate pas sur le terrain. L'articulation ville-hôpital, on ne l'a pas constaté sur le terrain. Donc finalement, les experts ont voulu aussi émettre des recommandations par rapport à ce qui n'avait pas été constaté sur le terrain. Alors, je ne vais pas vous présenter les 16 recommandations, mais je voulais simplement vous en présenter un bout d'une recommandation et puis finalement voir comment on peut effectivement la traduire d'une manière opérationnelle. Alors, vous avez une recommandation qui est finalement sur la gestion des flux. On l'a dit, on l'a répété cet après-midi. Vous savez que la chirurgie ambulatoire est effectivement un concept organisationnel basé sur la gestion des flux, où le patient est au centre du dispositif. Or, on sait que dans une institution, il y a des flux multiples. Il y a des flux de chirurgiens, il y a des flux d'anesthésistes, il y a des flux logistiques, il y a des flux de brancardiers, il y a des flux de patients. Et finalement, la chirurgie ambulatoire, c'est quoi? C'est de pouvoir synchroniser ces différents flux dans un temps limité à moins de 12 heures en termes de séjour des structures. Donc finalement, comment les structures, comment les organisations, pour pouvoir effectivement maîtriser, gérer, optimiser sous ces flux, comment elles vont se mettre en place pour prendre en charge le patient dans les meilleures conditions possibles sous moins de 12 heures. Donc on a eu cette réflexion sur les process et sur l'organisation, et finalement on a dit qu'il y a des flux finalement qui ont une vraie valeur ajoutée, qu'il faut essayer de maximiser, et il y a des flux finalement qui sont inutiles, voire qui sont effectivement sans valeur ajoutée, voire qui sont des zones de gaspillage. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu effectivement identifier finalement quels sont les flux qui sont utiles et quels sont les flux qui sont inutiles. Alors si je reprends un petit peu l'exemple. Avant, dans une prise en charge classique en hospitalisation complète, c'est le premier schéma en haut, vous avez des zones avec des vraies valeurs ajoutées, les zones vertes, et puis vous avez des zones avec des zones de gaspillage. L'idée de la chirurgie ambulatoire, c'est finalement de maximiser les zones vertes et de minimiser les zones rouges. Alors comment on peut effectivement réfléchir par rapport à cette maximisation et par cette minimisation de zones rouges et de zones vertes? Alors en termes de zones rouges, c'est-à-dire les zones qu'on peut considérer comme des moins-values. Alors si on essaye un peu c'est à titre d'exemple, mais si on essaye un peu d'identifier ces zones de moins-value, par exemple, vous avez des zones ce qu'on appelle de gaspillage avec des défauts. Par exemple, un dossier incomplet au niveau du bloc opératoire, vous comprenez que ça va forcément se répercuter sur la prise en charge du patient et l'organisation de la prise en charge de ce patient au bloc opératoire. Une action inappropriée, par exemple, un passage systématique d'1 heure en SSPI pour une topique, est-ce que c'est utile ? Oui, non. On voit bien que quelque part derrière, le passage en SSPI et la prise en charge en SSPI est variable selon les actes. Troisième élément, un temps d'attente. Par exemple, des patients qui attendent plusieurs heures pour l'aptitude à la rue. Salle de soins post-interventionnelle, pardon, c'est à la sortie du bloc opératoire. Excusez-moi, je vais un peu vite avec mes acronymes. Le temps d'attente, par exemple, un patient qui attend 2 heures ou 3 heures, la signature d'un chirurgien ou d'un médecin
pour pouvoir effectivement rentrer à domicile, alors que toutes les conditions sont requises pour que ce patient soit effectivement éligible à domicile. Donc on voit bien qu'il y a des modes d'organisation à mettre en place, parce qu'effectivement les chirurgiens sont au bloc opératoire, ils ne vont pas sortir du bloc opératoire pour aller signer effectivement le bon de sortie, l'aptitude de la rue du patient et retourner au niveau du bloc opératoire. Donc vous voyez bien qu'il y a des réflexions à avoir sur l'organisation. Autre élément aussi, sous-utilisation des ressources. Un bloc qui est mal géré, un bloc qui est sous-occupé ou une unité de chirurgie ambulatoire qui est sous-occupée où l'activité n'est pas lissée dans le temps, on voit bien que ça peut avoir un impact aussi sur les flux et sur la gestion des flux. Autre élément aussi, par exemple, le transport, un brancardage systématique. Est-ce que tous les patients, par exemple pour la cataracte, doivent arriver au bloc opératoire allongés sur un brancard? On sait bien que non. Ils peuvent venir effectivement ou sur un stracker ou ils peuvent venir à pied. Donc là, il y a une vraie réflexion organisationnelle à avoir. Autre élément aussi, on a parlé tout à l'heure, l'accumulation des patients à 8 heures. Est-ce qu'il est utile de faire arriver tous les patients à 8 heures qui vont constituer des véritables goulots d'étranglement au niveau de l'unité de chirurgie ambulatoire? Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il faut comment gérer finalement ces arrivées échelonnées, étalées dans le temps. Autre élément aussi, le mouvement, c'est-à-dire le transfert multiple de patients. Quand vous prenez un patient qui est dans un lit de chirurgie ambulatoire, vous le mettez sur un brancard, ensuite vous allez au bloc, vous changez le brancard, ensuite au niveau du bloc, vous passez du brancard au niveau de la salle d'opération, vous refaites la même chose au retour, etc. Donc vous voyez que là, ces transferts multiples désorganisent les structures et quelque part sont pas forcément optimaux pour les patients. Et les doublons de tâches, par exemple, on trouve des activités qui sont systématiquement à la fois transcrites dans un document papier et systématiquement transcrites au niveau du système d'information. Donc on voit bien que tous ces éléments-là, l'idée de l'organisation optimale, c'est finalement d'essayer de minimiser ces tâches. À l'inverse, on voit bien, on l'a vu au travers des interventions, il y a des éléments dont des valeurs ajoutées extrêmement importantes. Par exemple, le temps passé à la consultation pour informer le patient qui est acteur de sa prise en charge. On voit bien qu'en chirurgie ambulatoire, il y a la nécessité effectivement d'informer d'une manière beaucoup plus importante le patient. Donc là, on voit bien que c'est une vraie valeur ajoutée. Donc l'idée, au travers de cette réflexion, c'est finalement de faire en sorte que les chirurgiens ou les anesthésistes ou même tous les professionnels de santé dans la structure essayent de minimiser les temps où il n'y a aucune plus-value ni pour la structure ni pour le patient et d'avoir du temps effectivement pour prendre en charge le patient. Donc vous voyez, par rapport à cette réflexion-là, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie démarche organisationnelle, il faut identifier tous ces flux, il faut essayer de les caractériser, il faut les cartographier. Vous ne traitez pas de la même manière un flux de cataracte qui est un acte répétitif qui est bien protocolisé avec par exemple un flux de prothèse totale de hanche. Donc vous voyez bien qu'il faut caractériser tous ces différents flux et essayer pour chacun de ces flux d'éliminer effectivement les temps de gaspillage, d'optimiser les flux et de faire circuler l'information pour tous ces éléments-là. Donc vous voyez qu'au travers de cette réflexion, on est bien d'essayer d'améliorer l'organisation, pas en faisant du flux tendu, mais vraiment en réfléchissant sur les périodes finalement à minimiser parce qu'elles n'apportent rien et des périodes à maximiser parce qu'elles apportent beaucoup. Je vais avoir fini, j'ai juste une ou deux diapositives. Je voulais illustrer aussi cette recommandation. Vous voyez qu'ici, c'est le parcours du patient. En haut, vous avez le médecin traitant adresseur. Il va au niveau du bureau de chirurgien pour la consultation de chirurgien, au bureau de l'anesthésiste pour la consultation de l'anesthésiste. Ensuite, vous avez l'admission, le passage en unité de chirurgie ambulatoire, le passage au bloc opératoire, le passage dans la SS, la salle de soins post-interventionnels, la sortie dans l'unité de chirurgie ambulatoire et le retour en termes d'information au niveau du médecin traitant. Et si j'essaie de voir finalement quels sont les éléments qui pourraient être optimisés. On a parlé tout à l'heure de circuits courts et de flux courts. Premier élément, premier exemple, entre l'unité de chirurgie ambulatoire et le bloc. Aujourd'hui, des organisations passent de ce qu'on appelle des flux poussés vers des flux tirés. Alors un flux poussé, c'est quoi? C'est Lucas finalement qui va envoyer au bloc opératoire tous les patients qui sont pris en charge au niveau de la chirurgie ambulatoire. Donc vous voyez bien qu'au niveau du bloc opératoire, vous allez avoir un goulot d'étranglement, c'est la même chose que tous les patients qui arrivent à 8 heures en unité de chirurgie ambulatoire. Alors l'idée par rapport à ces éléments-là, c'est finalement de sortir de cette logique et finalement c'est le bloc opératoire qui régule. Et on a vu dans les unités qu'on a effectivement visitées des brancardiers régulateurs qui, au vu de l'avancée du programme du bloc opératoire, ils vont anticiper la sortie du patient du bloc et vont appeler effectivement au niveau de l'unité de chirurgie ambulatoire pour que le patient arrive juste au moment où l'autre patient ressort.
Donc vous voyez, c'est ce type de réflexion en termes d'organisation qu'on peut effectivement optimiser. La même chose, par exemple, les transferts de brancards multiples entre l'unité de chirurgie ambulatoire, le bloc, la salle de soins post-interventionnelle et la sortie des SSPI. On voit bien que ces transferts à répétition vont désorganiser la structure, vont désorganiser le brancardage, et puis finalement, tout ça, ça va être des temps d'attente inutiles pour le patient. Je reprends un autre exemple, la marche en avant, qui est aussi un autre principe, qui est l'idée finalement que le patient ne retourne jamais sur ses pas pour éviter de croiser différents flux qui peuvent effectivement le désorganiser. Donc marche en avant, on a vu dans certains établissements, des établissements qui avaient mis en place effectivement des circuits courts avec des marches en avant, donc qui ne croisent jamais le patient qui rentre dans l'unité de chirurgie ambulatoire. Autre exemple, par exemple, vous avez des circuits courts et des courts-circuits. Par exemple, pour une intervention de chirurgie de cataracte, on voit bien derrière, il y a des réflexions qu'on constate plus dans les autres pays sur le fast-track, c'est-à-dire effectivement qui court-circuite quelque part la SSPI, la salle de soins post-interventionnelle, donc qui passe directement du bloc opératoire dès lors que tout, effectivement, l'ensemble des items sont satisfaisants et qui passe au niveau de l'unité de chirurgie ambulatoire en vue de l'aptitude à la rue. Donc vous voyez que tous ces éléments-là, finalement, alors il n'y a pas de modèle qui est transposable et applicable d'une manière uniforme à tous les établissements, mais chaque établissement, en fonction de son histoire, en fonction de son organisation, en fonction de son architecture, peut mettre en place ces différents éléments. Et puis derrière, j'allais dire, vous avez aussi un autre exemple, l'anticipation, c'est-à-dire la prescription au moment de la consultation pré-anesthésique, dentalgique, lors de la consultation anesthésique, avec le patient, quand il va sortir de la structure pour aller à domicile, il ne va pas être obligé de passer à la pharmacie pour aller chercher ses médicaments, puisqu'il les aura déjà eus. Vous voyez que c'est tous ces éléments-là qui sont additionnés, qui paraissent logiques, qui sont additionnés les uns avec les autres, qui permettent d'organiser effectivement tous ces éléments. Et puis j'allais dire, le stade ultime, c'est finalement faire en sorte que cette organisation, elle sorte de l'unité d'hospitalisation traditionnelle. Et quelque part que tous ces flux, finalement, soient indépendants et ne se croisent pas avec des flux qui vont polluer, comme les flux des urgences, comme les flux d'hospitalisation complète, comme les flux des consultations, qui vont quelque part désorganiser ces flux. Donc on voit bien que, et aujourd'hui c'est ce qu'on constate, où des unités ou des établissements qui veulent développer l'ambulatoire construisent des bâtiments satellites pour effectivement essayer d'isoler les flux d'ambulatoire et de faire en sorte qu'ils soient indépendants et qu'ils ne soient pas effectivement contaminés par ces différents éléments. Et bien entendu, derrière, il y a une information qui est essentielle, parce que vous comprenez bien que pour tout ça marche, il faut une information, donc il faut derrière des systèmes d'information, il faut des apports, des supports informatiques qui permettent d'optimiser tous ces différents éléments. Donc je termine juste avec cette diapositive pour vous montrer que l'idée, dans les recommandations, finalement, on va les accompagner avec des outils et des guides. Alors vous avez, j'allais dire, tout le matériau qu'on a constaté sur le terrain qui va être effectivement rendu public. On va avoir des éléments pour expliciter les recommandations, on va avoir des outils et des guides pour accompagner, pour évaluer et mettre en œuvre pour les établissements, et puis finalement ça va arriver à ces 16 recommandations. Alors vous voyez que c'est tous les différents éléments qui vont être mis à disposition de tous les acteurs. Donc vous voyez, l'idée c'est d'accompagner tous les acteurs avec des guides, des outils d'auto-évaluation, des outils de mise en œuvre, pour à la fois effectivement comprendre le dispositif, parce que vous comprenez bien que les établissements de santé, que les gestionnaires, que les professionnels de santé ne sont pas habitués forcément à cette approche en termes de gestion des flux. Donc c'est-à-dire quelque part, il va falloir effectivement les aider par rapport à cette approche. Et puis bien sûr, des éléments pour la mise en œuvre. Et je termine avec cette diapositive. Donc on a bien vu ce matin, même s'il y a des démarches d'excellence, finalement la chirurgie ambulatoire, dès lors qu'on veut basculer dans une majorité des axes, c'est plus l'affaire de pionniers, même si les pionniers tirent encore par rapport, effectivement, en particulier la chirurgie lourde, mais bien l'affaire de tous, avec derrière une vraie question, c'est dès lors qu'on va arriver à une pratique majoritaire de chirurgie ambulatoire, il faudra forcément repenser les organisations des établissements, et notamment l'aborder par l'analyse et la gestion des flux et des risques. Ça veut dire qu'on va sortir d'une logique de capacité, le nombre de lits, le nombre de places, et on va aller vers une logique, effectivement, de flux et de gestion des risques. Et je pense que c'est ce chemin culturel, cette révolution culturelle qui sera effectivement nécessaire pour développer l'ambulatoire. L'offre d'une prise en charge ambulatoire suppose aussi d'analyser le besoin et la plus-value de l'hébergement quand il est nécessaire. Et les recommandations, c'est bien entendu des recommandations qui sont à but d'appuyer, d'aider les établissements, les professionnels de santé qui travaillent pour effectivement leur amener
vers des organisations les plus optimales possibles. Je vous remercie. Merci Gilles. Alors, nous allons respecter l'horaire. Il me reste 2 minutes pour faire... Je suis intervenant de cette communication, donc je vais m'auto-censurer et deuxièmement conclure. Pour l'intervention, le commentaire de ce qui vient d'être dit, bien, ces recommandations sont organisationnelles. Elles ne se substituent pas, elles sont complémentaires des recommandations des sociétés savantes, bien entendu. Et les sociétés savantes élaborent leurs propres recommandations professionnelles. Ça, c'est juste pour aider l'ensemble. Alors, bien sûr, ça aurait pu être fait, ces recommandations, par ou la SFAR, ou l'AFCA, ou les deux, mais voyez un peu le montage et la complexité et la rigueur de cette construction des recommandations. C'était impossible pour nous de le faire. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il faut que ces unités qui vont recevoir les recommandations soient prêtes à les recevoir. Il faut que les unités soient absolument adaptées et soient capables de recevoir ces recommandations. Et donc, ça nécessite un travail de formation. Je reviens sur la formation du personnel, parce que sans la formation du personnel à l'ambulatoire et à la culture ambulatoire, on ne pourra pas appliquer ces recommandations. Et la dernière chose que je dirais sur le plan du commentaire de la présentation, c'est que ces recommandations, commandées par la DGOS, vont rectifier les éléments d'un décret imprécis, commandé également par la DGOS. Je ne ferai pas plus de commentaires. En ce qui concerne la conclusion, donc merci, on n'a pas le temps pour des questions, mais je ferai juste une petite conclusion pour cette séance qui était, je pense, vous l'avez vu, et votre présence le prouve, extrêmement intéressante. Je remercie encore nos jeunes collaborateurs et puis aussi les anciens, bien sûr. Alors, juste 2 commentaires, l'un concernant l'innovation. Le but final n'est pas forcément l'innovation, c'est pas un but en soi, mais on sait très bien que l'innovation, dans tous les domaines, on fait progresser les disciplines. Donc continuons d'innover. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'innovation n'est pas qu'une innovation technique. Toutes les innovations organisationnelles sont très bonnes à prendre. Enfin, dernière chose sur l'innovation, une innovation pour une unité qui n'a pas l'habitude de l'ambulatoire, ça peut être une simple hernie en ambulatoire. Ce n'est pas forcément une innovation pour l'ambulatoire en général, c'est parfois une innovation pour la structure qui n'a pas fait encore d'ambulatoire et qui débute son innovation par des simples gestes. Donc il ne faut pas mettre trop haut non plus ce désir de pousser loin l'innovation. Néanmoins, ça nous fait progresser. Merci beaucoup. Et deuxième élément dans la conclusion, c'est qu'on avait caractérisé les hôpitaux, les innovations sur les CHU ou les établissements universitaires. Eh bien, ce n'est pas vrai. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les 3 innovations qui nous ont été présentées sont les établissements privés qui les ont apportées. Donc, cette caricature de l'innovation pour les CHU et puis les petits gestes pour les établissements privés, évidemment, tout ça explose, ce n'est pas du tout vrai. Dernière chose, merci à l'Académie de nous accueillir pour ces différentes séances d'ambulatoire. Et je demande le soutien, nous demandons tous le soutien de l'Académie pour diffuser et nous aider dans le développement de l'ambulatoire, pour que cet effort de tous se poursuive effectivement et efficacement dans les faits, en donnant la parole. Alors, je redonne la parole pour la fin, le dernier mot à notre président. Non, mais merci beaucoup à Corinne Vance et Jean-Pierre Triboulet d'avoir organisé cette séance. Je crois que l'Académie nationale de chirurgie prend toute sa place dans ces nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle on les a inscrites en urgence. D'autre part, Jean-Patrick Salle et la HAS nous ont envoyé d'ailleurs le volume 4, qui est celui sur la tarification qu'on est en train de lire. On demande seulement 3-4 jours de plus pour vous donner notre avis, parce que je dois dire que le volume 4 est assez ardu. J'ai passé mes vacances à le lire. Et donc, je pense que c'est en effet tout à fait le rôle de l'Académie nationale de chirurgie. Donc, je remercie le public qui était nombreux et qui traduisait l'intérêt qu'il avait. Et puis, à Jean-Paul Guérin, à Gilles Bontemps et à mon ami Jean-Michel Dubernard d'être venus représenter nos autorités de tutelle sur ces sujets qui débordent la simple chirurgie. Je vous indique que donc en face, au musée de la faculté, il y a la conférence de Jean-François Mercier sur la médecine monastique et la chirurgie médiévale,
On ne parlera pas, je pense, de chirurgie ambulatoire dans le cadre de la chirurgie médiévale. Et il y aura ensuite un cocktail ici. Et encore. Mais c'était pas autre chose. Donc vous pouvez y aller dès maintenant parce que ça commence dans 5 minutes et le trajet est un peu en fractueux. Merci beaucoup.